Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de TTP Preview, votre pastille quotidienne destinée à vous présenter toutes les équipes du college football afin de préparer au mieux la saison 2022. Aujourd'hui, je suis en présence de Valentin pour parler de l'une des équipes qui vont faire cette saison, BYU. Salut Gus, salut tout le monde. Équipe qui va faire la saison parce que BYU, et vous le verrez, a un magnifique calendrier, une équipe expérimentée et talentueuse. Valentin vous en parlera. Mais surtout un programme en fait qui se distingue un petit peu par sa singularité, puisque c'est un programme indépendant, bon, plus pour très longtemps, on le verra aussi après, qui joue dans un état magnifique, l'Utah, avec un des plus beaux stades, avec l'une des plus belles vues du monde, j'ai envie de dire. Et puis surtout, parce que c'est une fac mormone et c'est quelque chose qui est quand même plutôt rare, on va dire, dans le monde du sport, d'avoir des universités ou des équipes composé à grande majorité de joueurs mormons. Alors Val, on va commencer par le commencement. Comment était la saison 2021? Bah encore une très très bonne saison hein, avec au bout un bowl, donc une saison à 10-3. D'ailleurs, ce qu'il faut noter quand j'ai regardé un peu les 2 dernières années de BYU, c'est que c'est seulement 3 défaites en saison régulière en 2 ans. Donc c'est quand même assez exceptionnel. La seule défaite qui fait tâche pour moi cette saison, c'est celle contre Boise State. Ils ont perdu aussi contre Baylor, mais voilà, tout le monde connaît Baylor et leur grosse saison, donc il n'y avait rien de honteux, surtout que c'était un match accroché. Sinon, bah, c'est que des grosses victoires, surtout quand on connaît l'effectif jeune qui était celui de BYU, et à noter qu'ils ont battu toutes les équipes de Pac-12 rencontrées cette saison. Sur le bowl, du coup, ils ont perdu à l'Independence Bowl face à UAB, 31-28 sans Jaren Hall, leur quarterback titulaire. Donc voilà, puis après on connaît les bowls, il y a des joueurs qui jouent pas, etc. Donc bon, voilà. En highlight de l'année, Gus, bah moi j'ai le match de face à USC qui était vraiment plein de rebondissements, qui se finit par un drive de BYU de 62 yards avant celui de USC stoppé à 1 yard du first down en 4e et 6 par Caleb Hayes, le DB. C'était Jackson Dart qui était titulaire sur ce match-là. Il avait fait un très bon drive de remontée. La passe est très belle, mais voilà, elle s'est stoppée vraiment à 1 yard juste avant le first down, où on a eu le match exceptionnel face à Virginia avec plus de 115 points marqués. Donc pour les amateurs d'attaque, aller voir ce match-là, c'était tout bonnement incroyable. Au niveau de l'intersaison, BYU a fait beaucoup de choses cette année, à commencer par un départ en Big 12 l'an prochain en 2023. Ils rejoindront pour la première fois une conférence du Power 5. Je rappelle que BYU est indépendant depuis 2010 et avant ils étaient en Mountain West. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Et la deuxième chose, c'est que leur head coach Kalani Sitake, un Tongien qui a été joueur, qui était fullback, je crois, à l'époque à BYU, reste. Il a même prolongé son contrat alors qu'il était convoité par USC Washington. Il a même été interviewé par Oregon. C'est une prolongation de contrat. Du coup, le contrat durera jusqu'en 2027. Et moi, je trouve ça très très bien parce que, comme Val l'a dit juste avant, il est sur une très très bonne série de victoires depuis 2 ans. Là, tu inscris ton programme dans la durée. Je trouve que c'est un superbe move. Donc voilà. Concernant la saison 2022, une équipe jeune, ultra talentueuse, mais qui semble ne pas encore être arrivée à maturité. La question que je te pose, Valentin, c'est de savoir si on repart sur les mêmes bases que celles de 2021 ou si on peut aspirer à mieux. Bah écoute, logiquement, je vais te dire qu'on peut aspirer à mieux, puisque quasiment tous les titulaires sont de retour. On va dire une grosse base de l'équipe est de retour, et notamment leur quarterback Jaren Hall, qui sera sans aucun doute hein, le quarterback titulaire, à hauteur de 2583 yards à la passe la saison passée pour 20 TD et 5 inter, mais aussi de 307 yards au sol pour 3 TD. Par contre, il a connu quand même quelques blessures pendant la saison, donc son état de santé sera très important pour les Cougars s'ils veulent vraiment rivaliser. Parce que
malheureusement pour eux, Baylor Romney, qui était le quarterback titulaire au début de la saison et ensuite remplaçant, qui était très très bon aussi, d'ailleurs, moi j'aimais énormément, a mis fin à sa carrière sportive et est parti faire de l'argent à Adobe, je sais pas comment on prononce ça. Donc il a décidé voilà, d'aller faire des sous alors qu'il était très talentueux en tant que quarterback de college football. Donc son remplaçant, ça sera soit Jacob Conover ou Kate Finnegan, l'ancien transfert de Boise State. C'est bien loin du niveau de Baylor Romney, donc ça va être très important pour Jaren Hall de rester en bonne santé, et notamment en vue de la draft, parce que pour moi, Jaren Hall, c'est un top 5 quarterback de la prochaine draft actuellement. Au poste de receveur, à l'exception de Neil Poe, un drafted free agent aux Bills, si je ne me trompe pas, qui était le numéro 2 de l'équipe, et Samson Nakwa, qui est parti chez les Colts en undrafted free agent aussi, qui lui était dans la rotation. Tous les titulaires sont de retour. Donc on a Puka Nakwa, Gunnar Romney, donc le frère de Baylor, pas confondre, qui seront les deux principaux receveurs pour Jaren Hall. Il y a Kinyu Hill qui viendra amener son 1m92 dans la rotation. Et on aura peut-être enfin l'occasion de voir un petit peu plus Terence Fall, le Français, qui pourrait être dans la rotation cette année grâce au transfert de Chris Jackson pour des raisons personnelles. Donc il va falloir qu'il se monte cette année pour espérer une place de numéro 2 ou numéro 3 la saison prochaine quand il y aura un petit peu de turnover au poste. Au niveau des tight ends, Gus, Isaac Rex, il devrait être le titulaire, mais il soigne une blessure à la hanche actuellement. Donc il n'a pas participé aux Spring Games, au Spring Practice surtout. Et il devrait être revenu normalement pour le Fall Camp. Et donc on devrait voir un petit peu plus Daniel Walker, qui sera son principal suppléant ou pourrait être le titulaire si Rex ne revient pas en forme pour le début de saison. Et c'est une constante depuis quelques années, les tight ends à BYU. Il y a eu beaucoup de légendes qui sont passées par ce programme. Exact. Au poste de running back, et c'est là où, par contre, on appuie sur un point noir, c'est la perte de Tyler Allgeier, qui sort d'une saison monstrueuse à 23 TD pour 1606 yards. Il a été drafté, je ne sais plus par qui il a été drafté, mais il a été drafté, et ça c'est une énorme perte. Et on devrait avoir une bataille pour le poste de numéro 1 entre Lopini Katoa, qui a toujours eu ce rôle de numéro 2 à BYU durant ses 4 premières saisons, et le transfert de California, Christopher Brooks. Je pense plus peut-être à Christopher Brooks en tant que titulaire, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas de certitude. Et Jackson McChesney devrait compléter ce duo, lui qui avait marqué le TD contre USC sur le drive de 64 yards à la fin du match. Au niveau de la O-line, écoute, il y a l'arrivée d'un joueur qui était très très bien classé sur le portail des transferts. ouais, Kingsley Suamataia, si je le prononce bien, 6e meilleur offensive tackle de la classe 2021, meilleur athlète de l'Utah, donc qui à la base avait commit à Oregon et a décidé de revenir dans l'Utah et de venir à BYU, lui qui est du coup maintenant la meilleure recrue de l'histoire pour le programme et qui pourrait trouver possiblement une place de titulaire dès cette saison en tackle droit. Au niveau des pertes, mis à part James MP, qui est quand même une grosse perte, le centre pour les Dallas Cowboys en undrafted free agent, il n'y a rien d'autre à signaler. Blake Freeland, lui aussi un offensive tackle ultra talentueux, qui à la base était en tant qu'athlète, mais je crois qu'il a 6'8", on savait que ça allait être un joueur sur la O-line. Il me semble avoir vu qu'il avait été noté en tant que 7e meilleur offensive tackle de sa classe par PFF. Donc voilà, c'est pour vous situer un petit peu le talent du joueur. Lui pourrait se voir propulsé aussi titulaire avec Kingsley Suamataia. Connor Pay, lui, devrait être le nouveau centre. Et petite fun fact que j'ai pu lire, c'est que c'est le plus petit de son groupe de O-line et il fait 6'5". Donc, quand on dit que c'est le plus petit à 6'5", alors que généralement, là, tu peux avoir des O-line à 6'2", 6'3", c'est que c'est des gros morceaux quand même sur cette O-line de BYU, et avec un groupe très homogène, avec 6-7 joueurs qui peuvent être facilement titulaires. Donc vraiment du talent, jeune, mais pas de grosses stars
qui ressort actuellement sur cette O-line. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Jaren Hall, qui aura besoin de cette O-line pour pleinement s'épanouir. Maintenant, au niveau de la défense, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le même combat. Des joueurs très jeunes qui ont eu beaucoup de temps de jeu en tant que freshman et en tant que sophomore. Mais c'est le problème de la jeunesse aussi. C'est que parfois tu peux manquer un petit peu de clairvoyance, d'expérience en fait, tout simplement, malgré le fait que tu aies joué dans tes jeunes années. Alors, comment ça se passe pour cette défense, Valentin? Bah écoute, la saison passée, ça a été un petit peu leur point faible, mais voilà, on va dire que c'était pas leur point fort. Ils ont été corrects, mais surtout là, on avait un gros problème, c'était sur le pass rush. Et effectivement, quand tu regardes le meilleur pass rusher de l'équipe, il a été à 3,5 sacs dans la saison. Et justement, bah, en parlant de sackers, on va commencer avec la D-line. Et c'était Tyler Batty qui a produit ses 2,5 sacs sur ses 3,5 au ball, donc en fin de saison. Donc voilà, c'était vraiment quand même très compliqué ce pass rush pour BYU. Donc on devrait attendre une petite explosion quand même de Tyler Batty qui avait montré de belles choses durant la saison. Au poste de nose tackle, on devrait avoir Atunaisa Mae qui avec ses 310 pounds devrait ajouter un petit peu de viande à cette D-line en déficit de puissance. Et un peu pareil que sur la O-line, on a 5-6 mecs capables d'être titulaires. On a Logan Fano, le edge slash outside linebacker, qui était attendu pour être un post starter la saison passée en tant que freshman, qui s'était fait les croisés, donc il devrait se faire une place assez rapidement vu le manque de talent dans le pass rush. Donc voilà, une D-line correcte, avec potentiellement encore du talent, mais très jeune et très peu expérimenté pour les jeunes qui sont très talentueux. Au niveau du poste de linebacker, là par contre, c'est quand même un peu mieux. Donc on a encore de linebacker ultra talentueux et jeune. Ben Bywater, qui était le meilleur plaqueur de son équipe la saison passée avec plus de 100 plaquages, se reverra lui peut-être placé dans la rotation ou dans une bataille avec Max Toulé, car il y a Keenan Pili qui s'était blessé en début de saison, qui revient. Oh, et on a toujours Peyton Wilgar qui lui est un peu plus complet pardon, et qui peut mieux défendre contre la passe. Donc voilà, quand vous dites que votre meilleur plaqueur qui était freshman la saison passée se voit peut-être replacé dans une rotation ou dans un rôle un petit peu moins de titulaire en gros, c'est quand même, voilà, il y a du talent, mais pareil, c'est assez jeune, ça manque un peu d'expérience à cause de blessures ou de choses comme ça. Mais ça sera très intéressant de suivre ce groupe de linebackers cette saison. Et du coup, pour finir au poste de DB, on a BYU qui utilise une défense hybride avec pas mal de schémas, un peu comme on peut voir à Ole Miss et leur 3-2-6. BYU, eux, ils sont souvent en 4-2-5. Donc les postes de safety sont très importants. Et Malik Moore sera le free safety titulaire, lui qui a été très décrié en début de saison, mais qui a finalement fait un très bon boulot. Et Jacob Robinson, lui aussi, le deuxième safety, lui aussi a 3 interceptions la saison passée comme Malik Moore, feront une belle paire. Là où c'est un peu plus compliqué, Gus, c'est que au poste de strong safety, c'est très jeune. Et les deux noms qui se démarquent, c'est Hanman, qui semble être lui un pur strong safety, et Livingston, qui lui est un peu plus adroit contre la passe, donc on pourrait un petit peu plus le voir dans un rôle de remplaçant de Malik Moore ou de Jacob Robinson. Au poste de corner, c'est très correct. On repart avec le cornerback Caleb Hayes, auteur de 11 passes défendues la saison passée. Et D'Angelo Mandel, le numéro 2, il va falloir progresser par contre pour ces deux sur les ball skills parce que c'est aucune interception la saison passée. Donc voilà, il va falloir être un petit peu plus décisif et aider cette défense au niveau des cornerbacks. Après, pour entrer dans les positions un peu plus particulières qui sont souvent utilisées par la défense de BYU, en Cinco, on devrait voir Chaz Ayu, que j'aime beaucoup, qui défend très bien contre la passe. Lui qui est à la base un linebacker, donc c'est un espèce de linebacker slash hybride. Et en nickel, on devrait revoir Jacob Boren, mais qui n'a pas été forcément incroyable, qui a été bon mais pas incroyable. Donc on devrait voir peut-être en début de saison une petite bataille avec Caleb Christensen, le freshman.
Merci pour la présentation du roster, Valentin. Maintenant, on va se poser une question et poursuivre, y répondre grâce au calendrier. Est-ce que BYU va atteindre un bowl du Nouvel An dès cette année? Avant ça, petite devinette, Val, parce que le dernier bowl majeur de BYU remonte à 1997 au Cotton Bowl classique face à Kansas State. Bon, c'était une défaite à l'époque. Et devine quel était le quarterback de BYU à cette époque. Oh putain. Euh, attends, Donne-moi un indice. Ouais, donne-moi un je vais te donner indice. quelques indices. Il entraîne une très très grosse équipe de Big 12. Il a entraîné en NFL, il a été à Alabama en Ah tant que putain. coordinateur. Je suis super nul à ces trucs-là. Donne-moi le prénom. Steve, Sar... ouais, Sarkisian? Steve Sarkisian, qui était le Je quarterback savais pas. titulaire de BYU à cette époque. Putain, je savais pas. Je savais pas du tout. Bon, avant de répondre à cette question, on va quand même regarder ce calendrier qui, déjà, est très beau, très joli. Il y aura vraiment que des beaux matchs à voir. Ça peut être hyper intéressant pour suivre la saison de BYU. Et deuxièmement, il est quand même assez compliqué. Alors, à domicile, ils recevront Baylor, Wyoming, Utah State, Arkansas, East Carolina et Dixie State. À l'extérieur, ils iront à South Florida, Oregon, Liberty, Boise State et Stanford. Et enfin, il y aura un match en terrain neutre à Las Vegas face à Notre-Dame. Alors là, parmi tous ces matchs, moi j'en identifie quatre qui sont compliqués. Baylor, Oregon, Notre-Dame et Arkansas. Alors, il faut se dire, et ça, c'est ce que tu penses, Valentin, et je suis complètement d'accord, c'est qu'il y aura des matchs charnières face à Baylor, Oregon et Notre-Dame, et c'est bien de les prendre cette année. Parce que ces trois équipes ont quand même un gros turnover. À Oregon, à Notre-Dame, il y a deux nouveaux coachs. Il y a deux nouveaux quarterbacks aussi à Oregon et Notre-Dame. Donc voilà, c'est mieux de les prendre cette année que l'an prochain. Et ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, le match contre Arkansas va être vraiment mais magnifique. Vous pouvez pas le louper, celui-là. Hmm. Heureusement qu'ils les accueilleront à Provo. Et vous avez certainement remarqué, mais j'ai pas cité Utah. Il y aura malheureusement pas de Holy War cette année. Alors, vous savez, la Holy War, c'est le match qui oppose BYU et Utah. Il se dit que lorsque BYU sera en Big 12, ils affronteront Utah tous les ans. Il faudra juste renégocier un petit contrat pour programmer une série de 10-15 matchs sur les 10-15 prochaines années, mais ça, j'ai plutôt confiance. Toi, Valentin, tu vois quel bilan dans ce calendrier un petit peu compliqué? Bah écoute, au début, j'étais parti sur un 7-5 et en ayant re-regardé, je suis parti finalement sur un 9-3 parce que je me dis que tu as quand même une grosse base de l'équipe qui revient, qui est talentueuse et jeune. Et je me dis que voilà, face à Baylor, Oregon, Notre-Dame, qui sont des équipes un peu en construction, il y aura forcément une victoire ou deux là-dedans. Donc j'ai essayé de partir d'un côté optimiste parce que aussi j'aime bien cette équipe, donc j'ai envie d'être optimiste. Donc je suis parti plus sur un 9-3, mais on pourrait être sur un 8-4. Je pense que pour viser un beau nouvel an avec ce calendrier, c'est une défaite max. Moi aussi, je vois comme toi, je vois un 9-3. Alors, je pense que ça peut faire mieux. Je suis presque prêt à penser qu'ils pourront faire un 11-1. Oh. Le seul problème, c'est que, et là j'y viens, c'est pour ça que j'y crois pas, c'est que l'an dernier, en fait, ils ont perdu trop de matchs à la con et il manque en fait d'une certaine régularité. Bah, c'est la régularité en fait des équipes qui sont en général un petit peu moins talentueuses. Mais comme tu l'as dit, Val, t'as Jareno qui revient. Les jeunes, ils ont tout joué. Enfin, t'as un super coach. Je Mm. vois pas pourquoi ça pourrait pas bien se goupiller en fait, tu vois. C'est que Et j'ai vraiment envie d'y croire. c'est quand même un gros, gros, gros calendrier. C'est que Ouais, t'as, au final, parce que même tu te dis East Carolina, c'est un match facile, mais East Carolina, c'est quand même une équipe chiante. Donc ils vont ouais. gagner, d'accord, mais ça reste une bonne équipe. Donc, mis à part Dixie State, Et Stanford, le programme et Wyoming, tout est très bon. Ouais. voilà, enfin, c'est que des gros matchs, quoi. Donc, s'ils ont pas de blessés, ça devrait bien se passer. Mais s'ils ont un ou deux pets par-ci, par-là, ce sera que des matchs à intensité, donc avec de la pression tous les week-ends, etc. Je sais pas. Mais j'espère après, hein, moi. S'ils Et vont dire malheureusement, 11-1, je signe. leur week-end de repos arrive très tard dans la saison, avant les deux matchs face à DC State et Stanford. Ça, c'est pas très bien géré, je trouve. Bref, Ouais. on a terminé la preview de BYU. Val, Hmm. on vous donne tous rendez-vous demain pour un nouvel épisode, pour la présentation d'une nouvelle équipe. Salut à tous! Salut.